Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine. On s'est vu hier par l'intermédiaire de mon débrief de l'Olympico. Et on se retrouve aujourd'hui parce que l'actualité est intéressante côté Olympique Lyonnais. Certes, c'est la trêve internationale, mais ce match contre l'Olympique de Marseille a déchaîné les passions, que ce soit côté lyonnais, mais aussi côté marseillais. Je l'ai vu dans ma vidéo, je crois qu'on a le record de commentaires, en tout cas sur cette chaîne. Plus de 270 commentaires pour parler du match, passer vos coups de gueule, surtout, beaucoup vos coups de gueule. Même des supporters de Marseille, qui sont aussi les bienvenus sur ma chaîne, bien évidemment, parce que je parlais de leur équipe. Ils ont loué mon objectivité. J'essaye d'être juste, en tout cas, d'être assez objectif dans ce que je vois, mais je n'ai pas la vérité. La vérité, chacun a sa vérité. Le football, vous savez, c'est assez subjectif. C'est selon ce qu'on voit, selon ce qu'on perçoit. Qui on a l'habitude de supporter, est-ce qu'on est de mauvaise foi ou non. Bref, vous voyez, chacun a son avis sur cette chaîne et c'est ce qui m'intéresse. Et continuez d'ailleurs de donner votre avis. Et moi, j'aimerais aller un petit peu plus loin. Alors, attendez, je me trouve toujours du côté de la Pardieu. Alors derrière, c'est ma salle de sport, Karamba Gassama. Si tu m'as croisé à Fitness Park, eh bien tu as raison. Je vais de temps en temps à Fitness Park. C'est juste derrière, je leur fais de la pub gratos. Et pourtant, ils ne me font pas de cadeaux. Et derrière nous, il y a l'auditorium. Ce soir, derrière, il y a le groupe à Barthes Stadium. Voilà, je crois que c'est pour la 200e de l'émission de Barthes. Eh bien, ils la font à l'auditorium avec comme invité spécial Juninho. Voilà, bref, vous savez tout. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur le match de Marseille. Parce que ce match de Marseille, eh bien, moi, il me laisse encore un goût amer dans la bouche. Pour tout vous dire, j'y pense quasiment tout le temps. Depuis dimanche soir, j'étais très énervé devant mon poste de télé. Mon poste de télé, on dit comme ça, mon téléviseur. J'étais avec mes potes, ils m'ont dit mais oh calme-toi, t'es tout tendu. C'est vrai que j'ai beaucoup crié sur la première mi-temps, notamment j'ai été déçu du niveau de jeu proposé par l'OL. Je sais pas, j'ai senti qu'il y avait un truc qui tournait pas encore et qu'on était parti pour vivre une saison très compliquée. Parce qu'il y a beaucoup trop d'inconstance dans un championnat qui est pourtant très faible les gars, très faible. Le deuxième du championnat, c'est Marseille, et pourtant je crois qu'ils ont une différence de but négative. C'est pour vous dire, voilà, nous on est 14e de ce classement, on est vraiment dans les profondeurs, à une place où on ne devrait pas être. Avec ce niveau de championnat, sincèrement, on devrait être deuxième largement en train de talonner le Paris Saint-Germain. Donc c'est pour ça aujourd'hui que c'est encore plus rageant de comprendre pourquoi, de ne pas comprendre plutôt pourquoi ces joueurs sont irréguliers, pourquoi certains choisissent leur match, quelle en est la raison. On a beau changer d'entraîneur, on a toujours les mêmes problématiques. Et puis ce match contre l'OM qui est considéré aujourd'hui comme, pour nous, une deuxième grosse affiche en championnat après le Paris Saint-Germain, parce qu'on ne peut pas dire que Monaco ça soit une grosse affiche par rapport à ce qu'ils ont montré ces dernières saisons. Voilà, donc on était face à un gros entre guillemets du championnat, même si vous me direz que Marseille c'est pas terrible non plus au niveau des dernières années de championnat, mais c'est quand même un finaliste d'Europa League, il faut pas l'oublier. Sous l'ère Garcia, ils ont fait une finale d'Europa League. Donc voilà, moi si je dois un petit peu revenir sur ce match là pour être un peu plus complet par rapport à ce que je vous ai dit, parce que j'ai essayé aussi d'analyser un petit peu plus les choses à froid, parce que hier on était quand même encore à chaud. Et ce qui m'a interloqué, c'est toujours ce problème de relance de nos défenseurs centraux et même de nos latéraux. Ça, c'est un problème constant qui avait eu lieu déjà sous Genesio et qui a encore lieu sous Rudy Garcia. Ce problème de relance, toujours latéral. Je vous l'ai dit, contre Benfica, c'était trop en U. Contre l'Olympique de Marseille, c'était beaucoup trop en U, beaucoup trop de relance latérale. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me pose question, c'est Denayer qui est droitier, axe gauche. Ça aussi, ça c'est un petit problème pour lui, pour l'orientation du ballon. Et puis Andersen qui peine toujours à faire des passes vers l'avant, à jouer vers l'avant, à essayer de sauter les lignes, à essayer de faire une relance propre, à essayer même de monter un petit peu, de fixer son opposant, son adversaire, pour ensuite décaler le ballon. Ça, il ne sait pas le faire. Moi, je vois toujours un Andersen craintif dans ses choix, la peur de perdre le ballon dans l'axe, la peur de faire un mauvais choix, la peur de ne pas réussir. Et ça, pour moi, c'est très compliqué. C'est la même chose pour Koné et Dubois. Les relances sont
absolument stéréotypées, elles ne cherchent pas à casser de lignes, elles sont toujours dans un vrai schéma stéréotypé. Et ça, c'est un vrai problème qui est une constante aujourd'hui, qui était constant sous Genesio, qui est constant sous Silvino et qui est de nouveau constant sous Garcia. Ces mêmes relances stéréotypées, cette création finalement de jeu par l'arrière qui n'existe pas. Nous avons des joueurs pourtant qui devraient être à l'aise techniquement. Andersen, qui était connu à la Sampdoria pour être un excellent relanceur derrière, eh bien pour l'instant ça fait pchit. Pour l'instant ce n'est pas le cas. Donc ça me pose un petit peu la question de la qualité technique intrinsèque de nos joueurs de derrière. Alors, ce qui m'a aussi un petit peu choqué, je vous l'ai dit, ce qui a choqué beaucoup de monde, c'est ce remplacement aussi de Jeff Reine-Adélaïde. Jeff Reine-Adélaïde, il a été remplacé à la mi-temps alors que c'est le meilleur Lyonnais sur la première mi-temps. Ça, c'est un choix absolument incompréhensible, personne ne le comprend. Alors soi-disant, Garcia voulait blinder, densifier son milieu de terrain, même un peu plus de poids dans son milieu de terrain et sortir un créatif en laissant Kawar en numéro 10. Aujourd'hui, personne ne sait pourquoi il a fait ça. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a eu une embrouille dans le vestiaire. On peut penser qu'à ça. Des mots un peu forts de la part de Jeff Reine-Adélaïde. Peut-être un manque de respect envers le coach. Parce que rappelez-vous, en fin de première mi-temps, Jeff Reine-Adélaïde est très nerveux. Très nerveux par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Un penalty peut-être non sifflé sur lui. Mais dès qu'il a le ballon en première mi-temps, il crée des différences, surtout entre les lignes. C'est sa capacité vraiment à accélérer, à dribbler qui a été vraiment bien. 7 duels réussis sur 7 tentés, donc 7 dribbles réussis sur 7, c'est absolument phénoménal. Donc pourquoi se priver d'un joueur qui aurait pu faire la différence en seconde mi-temps? Surtout, on aurait pu mettre un 4-3-3, enfin Garcia aurait pu mettre un 4-3-3 avec ce milieu que je vous disais, Mendes en point de basse et puis Aouar et Jeff Reine-Adélaïde sur les côtés de ce milieu de terrain. Ou mettre aussi, par exemple, un Jeff Reine-Adélaïde sur le côté, en sortant, pourquoi pas, Maxwell Cornet. On sait que sa position préférentielle à Jeff Reine-Adélaïde, c'est plutôt en relayeur. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il se sent le meilleur. Mais selon Rudy Garcia, il doit marquer un peu plus. Donc ça pouvait être logique de l'excentrer un petit peu sur un côté. Et aussi sur la rentrée de Terrier, essayer peut-être aussi de mettre un Terrier dans les meilleures conditions. C'est-à-dire mettre un Terrier non pas sur un côté, mais le mettre autour de Dembélé. C'est comme ça qu'il jouait du côté de Strasbourg quand il y était, le mettre sur un côté. Le mettre derrière l'attaquant de pointe qui est un peu plus costaud. Et lui, en espèce de faux numéro 9, un peu qui tourne autour de lui, ça aurait pu être aussi une option intéressante que n'a pas réellement voulu faire Rudy Garcia. On peut parler aussi de la rentrée de Ryan Cherki. C'est vrai qu'elle a été saluée par beaucoup de supporters, par vous notamment. Vous avez raison, il a fait une très très bonne rentrée. C'est un élément extrêmement technique. C'est quelqu'un qui a obtenu beaucoup de fautes, qui a surtout réussi 5 dribbles sur 7, 5 duels réussis sur 7, ce qui est plutôt énorme. Il a apporté son insouciance, il a apporté ce brin de folie un peu qui nous manquait. Et on peut se poser la question de savoir s'il n'aurait pas fallu faire débuter dans le grand bain, dans cet Olympico, quelqu'un comme Cherki, qui est beaucoup plus à l'aise balle au pied, parce que c'est ça en fait qu'il fallait faire, c'est mettre tous nos joueurs les plus techniques sur le terrain pour essayer de conserver le ballon. Ce qu'on a plutôt bien fait en première mi-temps, où on a eu une possession de 60% quand même, où on a tenu le ballon. Mais derrière, surtout quand on s'est retrouvé à 11 contre 10, après l'expulsion d'Alvaro, c'est là où finalement on était peu créatif, notamment dans les 30 derniers mètres. Marseille a réussi plus de passes dans les 30 derniers mètres que nous à 10 contre 11. C'est là où ça me fait un petit peu mal aussi, ça me chagrine. Cette incapacité technique à garder le ballon, à créer des occasions, ça aussi ça me choque. Surtout que Marseille, eh bien, finalement, a très très bien joué le coup. André Villas-Boas notamment, qui montre toute son expérience. À 10 contre 11, il a demandé à ses joueurs techniques d'essayer de garder le ballon sur les côtés, finalement d'enfermer les Lyonnais, de faire des petits jeux un peu sur le côté. Ils ont beaucoup taclé les Marseillais, ils ont gagné au nombre de tacles, ils ont beaucoup taclé notamment sur les côtés, pour une sorte d'enfermement. Ils ont essayé de nous enfermer, ça a super bien marché. Et vous vous rendez compte qu'il leur a mis Sanson, Payet et Lopez, qui sont quand même des bons manieurs de ballon, et ça leur a permis de conserver la balle le plus longtemps possible, faire durer ce match. C'est un peu la tactique de Dijon quand ils sont venus jouer chez nous, le 0-0, et bien ça a plutôt bien marché aussi. Tenir le ballon le plus longtemps possible, ce qu'ils ont fait. Ils l'ont fait de la meilleure manière possible, et nous, ça nous a vraiment plombé.
L'apport de Gianlucas, bah, moi je le trouve pas bon sur ce match-là. Densifier le milieu, pourquoi, comment, avec un joueur aussi qui manque de rythme. J'aimerais revenir un petit peu aussi sur cette causerie qu'on a pu voir sur OLTV, la causerie de Garcia à la mi-temps, qui est pour moi de bons mots. Il dit à ses joueurs, en gros, voilà, on n'a plus le droit à l'erreur, on est comme un funambule sur son fil, on doit être parfait sur la seconde mi-temps, mais on est capable de le faire parce qu'on est meilleur qu'eux. Oui, intrinsèquement, on est meilleur que cet Olympique de Marseille, j'en suis sûr. Mais au vu des regards des joueurs, ça m'a interloqué. Moi, j'ai vu des joueurs absents, vides, notamment Denayer, qui est censé être un capitaine en puissance, qui n'a pas semblé se révolter. Moi, j'aurais aimé voir un peu comme on a vu dans le reportage de l'équipe de France pour la victoire à la Coupe du Monde, des joueurs majeurs, leaders, qui se lèvent et qui disent voilà les gars, il faut y aller, etc. Là, dans le court extrait que j'ai vu, on ne voit pas ces joueurs-là le faire. Peut-être que ça a été fait, mais en tout cas, moi je trouve que c'est flagrant, ce manque de leader. On le dit souvent, on dit que cette équipe est jeune, mais bon, on recrute des joueurs en conséquence. On recrute des joueurs qui ont plus de 30 ans, on recrute des joueurs qui ont de la bouteille. Là, c'est toujours la même chose, on recrute des jeunes joueurs. Donc il faut faire avec ces défauts-là, puisque c'est apparemment la politique du club. Voilà, ce problème de mentalité qui doit être inculqué dès le plus jeune âge dans l'académie de l'OL. On a beau dire qu'on est l'une des meilleures académies d'Europe, peut-être, mais en tout cas, dans la mentalité, je ne pense pas qu'on soit dans l'une des meilleures académies d'Europe. C'est ça aujourd'hui qui me pose question, qui me chagrine vraiment aussi. Il faut mettre vraiment d'autres ingrédients, je dirais, pour changer cette mentalité. Moi, la personne proche du staff que j'ai rencontrée m'a dit on peut mettre n'importe quel entraîneur, la mentalité ne changera pas. C'est une mentalité Olympique Lyonnais. Ça me fait très peur. Cette mentalité, eh bien, si je dois un petit peu montrer quelqu'un du doigt sur ce match contre Marseille, au niveau de la mentalité, au niveau du caractère et de la personnalité, c'est Thiago Mendes. Alors j'aurais pu dire Aouar, mais on m'a dit ouais, tu tapes trop sur Aouar. Aouar, c'est aussi un problème dingue, je sais pas. Ouais. Aouar, il me déçoit beaucoup, mais il y en a un autre qui me déçoit, c'est Thiago Mendes. Thiago Mendes, déjà la main elle est incompréhensible. Je sais pas, on me dit c'est un réflexe. Dès qu'il a fait cette main, il a provoqué le pénalty, il est tombé par terre. Il est tombé comme une mouche au niveau de l'intensité, au niveau de tout. Il était dans les choux. Lui, qui avait été tensé un petit peu par Jean-Michel Aulas, il avait bien réagi contre Benfica, il fait une super partition. C'est vrai, où il a montré l'étendue de son talent. Il a reconnu ne pas avoir été bon en début de saison et voilà, il s'est mis un coup de pied aux fesses en disant je ne dois pas rester à ce niveau et je dois faire mieux. Et il a fait mieux. Mais alors contre Marseille, il fait quelques bonnes premières minutes et puis dès qu'il fait cette main, plus personne. Donc c'est dommage pour une sentinelle de tomber comme ça par terre. Moi j'ai voulu un petit peu retracer un peu le joueur qu'il était à Lille, parce que celui qu'on voit à l'Olympique Lyonnais, c'est pas celui que j'ai vu jouer du côté Lille, vraiment pas. Et j'ai aimé regarder ce qui se disait de lui à l'époque, notamment quand il était sous Bielsa, parce que c'est Bielsa qui l'a recruté quand il était à Sao Paulo. Alors on disait de lui que c'était un joueur fiable, qui avait une énorme influence sur le jeu. Il a une palette assez complète, c'est un joueur au gabarit moyen, 1m75, mais sa hargne et sa grosse personnalité font le job. Ça, c'était le cas quand il était à Lille. Aujourd'hui, moi, je ne vois pas ça du côté de l'OL. Précieux dans le jeu sans ballon, Thiago Mendes, lui, il a surtout un rôle primordial dans la construction du jeu lillois à l'époque Bielsa. Sa disponibilité, son utilisation du ballon sont idéales. Il possède une frappe de balle très lourde qui lui permet de faire de beaux tirs de loin. On avait vu d'ailleurs un très beau but contre le Genoa en préparation. Ça, on ne l'a pas revu non plus depuis qu'il fait ses matchs officiels avec Lyon. À Lille, son activité dans les 30 derniers mètres adverses tranche avec celle de ses coéquipiers de l'époque, mais aussi et surtout à l'échelle de la Ligue 1, où le Brésilien n'a rien à envier aux autres milieux de terrain de son registre. Dans son rôle offensif, en 2017-2018, c'est le joueur qui réalise le plus de passes par match dans les 30 derniers mètres. Derrière, à l'époque, le métronome de Nice, Jean-Michel Seri, qui est du côté du Galatasaray, qui est en perdition à Galatasaray. Autre chiffre parlant, seul Rabiot, Fabinho, qui est du côté de Liverpool, Rabiot de la Juve, et Lucas Touzard, qui est toujours chez nous, présente un pourcentage de passes réussies supérieur dans les 30 derniers mètres. Et mieux encore, avec 71% de duels gagnés, Thiago Mendes est une référence sur ce point. Il y a 2 ans de ça, devant tout ce beau monde,
Mais aussi, il est devant un certain Luis Gustavo qui était à l'Olympique de Marseille, Benjamin Bourigeaud et ses deux coéquipiers en club, Amadou et Thiago Maia. Là, c'est pas du tout ça qu'on voit du côté de l'OL, vous pouvez bien le voir. Bielsa disait de lui, Thiago Mendes est un joueur qui fait le lien au sein de l'équipe avec beaucoup de qualité. Sous Galtier, on va parler aussi de l'ère Galtier, son aisance technique et sa faculté à se projeter vers l'avant permettaient au bloc nordiste d'évoluer plus haut sur le terrain. Son activité incessante et son intelligence tactique. Alors ça aussi, son intelligence tactique, ce qu'a pointé du doigt Garcia, c'est le manque d'intelligence tactique de ses milieux de terrain. Donc voilà. Son intelligence tactique reste un modèle pour ses anciens partenaires, un profil spécifique dont ne pouvait plus se passer Galtier. C'était aussi un ratisseur de ballons incroyable. Son abattage indéniable et son intelligence tactique étaient loués par beaucoup. Galtier a dit de lui « Je suis satisfait de ce qu'il fait depuis son premier match de championnat » et il sait que ce n'était pas le cas lors de la préparation. Sa détermination et ses qualités sont importantes. Il a 18 mois d'expérience en France. C'est un leader de l'équipe. Voilà, ça me frappe un petit peu les gones. D'entendre, de lire surtout ça de la part de son ancien entraîneur. Aujourd'hui, je vois un joueur qui est apathique, qui est incapable déjà de parler correctement en français et surtout d'être un leader technique et un leader tout simplement de terrain. Et on ne voit pas la même personne et c'est ça qui m'inquiète. Alors j'ai regardé ses stats par rapport à la même époque à Lille l'an dernier sur le site whoscout.com. Alors il a fait moins de tacles réussis, autant d'interceptions, autant de dégagements, quasiment autant de passes décisives, autant de tirs par match. Par contre, 2 fois moins de passes clés, c'est une passe avant un tir, moins de dribbles réussis non plus, moins de fautes récupérées contre lui, plus de pertes de balles, moins de passes par match et par contre autant de pourcentage de réussite de passes et surtout 2 fois moins de ballons longs. C'était aussi sa spécialité quand il envoyait en profondeur ces 2 flèches qui étaient Bamba ou alors Ikoné ou alors Nicolas Pepe. Alors, on peut le comparer un petit peu à Touzard. Touzard qui a manqué apparemment à Rudy Garcia dans ce match contre l'OM. Plus en tout cas que Memphis Depay. Garcia, il a regretté cette absence. Il dit c'est plus Lucas Touzard qui nous a manqué aujourd'hui pour l'impact athlétique. Alors moi j'ai voulu regarder les statistiques entre Mendes et Touzard. Dans les stats du début de saison, Touzard et Mendes sont quasiment pareils. Vraiment, c'est kiff bourricot, à part que Mendes a fait plus de passes décisives que Lucas Touzard. Lui, Touzard, il gagne beaucoup plus de duels aériens que Thiago Mendes. Donc vous voyez, on attend quand même, je pense, un petit peu plus aujourd'hui d'un joueur comme Thiago Mendes. Moi, c'est vraiment aujourd'hui, c'est vraiment une déception de plus la. Je mets mon sac comme ça. C'est aujourd'hui une déception de plus l'avoir à ce niveau qu'il avait eu du côté de. Pardon les connes, j'ai changé un petit peu de point de vue. Oui, je vous disais, c'est aujourd'hui très dommage de ne pas avoir un Thiago Mendes à la hauteur de ce qu'il était à Lille, puisque vraiment il est capable de donner aujourd'hui beaucoup plus et que je ne sais pas ce qu'il se passe avec lui. Est-ce que c'est le collectif qui influence sur l'individuel? Est-ce qu'il n'arrive pas à s'intégrer à l'Olympique Lyonnais? Il y a plein de paramètres qu'il va falloir élucider, mais en tout cas, il doit donner plus. Il doit aujourd'hui donner plus, Thiago Mendes. J'attends encore plus de lui. Je pense que beaucoup attendent plus de lui. Donc on verra prochainement. Et puis autre sujet d'actualité, Memphis Depay. Voilà, c'est la rumeur du jour venue d'Angleterre, venue du Daily Mirror, qui annonce que Tottenham est prêt à faire des folies avec notre joueur. Ils sont prêts à mettre quelque chose comme 58 ou 60 millions d'euros. Est-ce que c'est une info ou c'est de l'intox? On sait qu'il a déjà joué du côté de Manchester United, qui apparemment est aussi sur le coup. Eux qui cherchent désespérément aussi un attaquant. Ils ont une clause de rachat dans le contrat avec l'OL de 35 millions, ce qui est quasiment rien pour un joueur qui a aujourd'hui gagné en maturité, gagné en expérience, gagné en performance même. Donc ça aussi, c'est une question qu'il faudra voir de très près lors du mercato hivernal. Il a eu des envies de départ, même si aujourd'hui il se dit que on lui donne plus de responsabilités, que Lyon est un club fantastique. Moi je pense que ça reste quand même un joueur qui est sur un tremplin, qui veut aujourd'hui retourner dans un championnat beaucoup plus compétitif pour montrer qui il est tout simplement. Il ne veut peut-être pas rester sur une note négative, mais moi je vois mal un club comme Tottenham avec un président qui est Monsieur Lévy,
qui ne fait pas des achats comme ça à la va-vite, à la One Again Tonight, mettre 60 millions comme ça. Je pense que s'il part, ça sera sûrement pas pour 60 millions d'euros, même si on aimerait beaucoup. Voilà, c'est une rumeur aujourd'hui qui interpelle, comme celle qui menait Dembélé à Manchester United, même dès cet hiver. C'est pour ça qu'il va falloir être très attentif, parce que si le bateau coule côté Olympique Lyonnais, je ne suis pas sûr que nos mercenaires de joueurs, qui ne sont pas forcément attachés à ce club, eh bien, restent. Et ça, aujourd'hui, ça me fait très très peur, les gones. J'ai vraiment le flip que ça se passe mal. Parce que pareil, de sources un petit peu proches de Jean-Michel Aulas, on me dit que le président lyonnais se pose énormément de questions aujourd'hui et pense à l'éventualité, pense vraiment à l'éventualité eh bien que tout se passe mal et que nous n'arrivions pas déjà à l'objectif de mi-saison, à la trêve après Noël, en étant dans les meilleures conditions. Moi ça aussi, je me pose des questions, ça pourrait tout foutre le camp. Parce que quand on voit l'irrégularité de cette équipe et tous ses manques, ça peut faire peur. Aujourd'hui, on est bien engagé qu'en Ligue des Champions au final, même si en championnat, on voit un championnat de France très médiocre. Mais il est médiocre parce que les équipes sont médiocres, parce que l'Olympique Lyonnais notamment est médiocre, il faut le dire. Donc il va falloir faire une série, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en est capable? Là, il y a cette trêve internationale qui arrive, mais elle arrive pas au meilleur moment, parce que vous savez que la plupart de nos joueurs s'en vont avec leurs sélections respectives. Donc aujourd'hui, ça me fait très peur. Le prochain match de championnat, c'est contre Rennes. Il va falloir vraiment se retrousser les manches. Voilà, dites-moi les gones ce que vous pensez un petit peu de ce que je vous ai dit, de la rumeur de paille aussi, partant, de ce que je vous ai dit aussi sur Thiago Mendes. Est-ce que vous partagez mon avis ou pas? Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Merci de tous vos commentaires très très positifs. Bienvenue aux nouveaux arrivants, on est 5000. Et puis, je vous dis à très très vite les gones. Demain, je vais faire une petite vidéo du côté du théâtre de Guignol à Lyon. Ça peut être vraiment sympa. Je vais être reçu par Alexandre Chetaille. Donc, petite vidéo à venir aussi qui est marrant, qui fait un peu partie des hors-sujets de la chaîne. Mais voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. À très bientôt les gones. Ciao!